OK. Donc, bonjour à tous et merci d'être là sur ce webinaire d'introduction à la gestion de trésorerie. Donc, on devrait passer à peu près 1 heure et demie ensemble aujourd'hui. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais juste vous donner quelques petites règles pour qu'on puisse avancer en bonne intelligence. Autant pour moi. La première règle, ça va être de mettre vos micros sur muet lorsque vous n'intervenez pas. Ça va éviter qu'on ait des bruits de fond pendant que les autres parlent. Je vous inviterai aussi à mettre vos portables sur silencieux, comme ça vous pouvez vous concentrer un maximum sur notre séance ensemble. Et l'idée, c'est aussi de savoir qu'aujourd'hui, on est là pour échanger ensemble dans une ambiance conviviale, dans l'écoute et le respect et la bienveillance. Et donc, votre participation active est vivement souhaitée également. Donc, entre-temps, Abdoulaye Seck s'est présenté et Joseph aussi. Donc, Abdoulaye est responsable financier, Joseph est entrepreneur, Fatoussi est comptable, Ousmane Traoré est consultant en stratégie. Super, merci beaucoup. Donc, pour ce qui est de ma part, je m'appelle Adolia Kabi, je suis togolaise et française, basée au Sénégal depuis 7 ans maintenant. Je suis diplômée d'HEC Paris où j'ai obtenu un master en économie financière et depuis, j'évolue dans le secteur du conseil. Aujourd'hui, je me positionne en tant que consultante, formatrice et coach sur des problématiques liées à la finance, au management et au développement personnel. En parallèle, je représente aussi une structure qui s'appelle PremDash et qui propose un logiciel financier d'aide à la prise de décision. Et finalement, j'ai aussi eu l'opportunité de traduire un livre qui s'appelle Le Top Manager et qui a pour vocation d'aider les personnes qui sont à des fonctions managériales d'avoir une meilleure compréhension de leur rôle et de leur donner des outils très pratiques et pragmatiques pour qu'ils puissent être plus performants dans leur rôle au quotidien. Donc, voilà pour moi. Alors, du coup, pour arriver à cette notion de gestion de trésorerie et voir pourquoi c'est important, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre entreprise soit à court d'argent? Donc, vous pouvez y répondre dans le volet de conversation ou alors demander à prendre la parole. Donc, Fatoussi dit que oui. Merci, Fatou. Bonjour. Personnellement, moi, j'ai été témoin d'une faillite durant le COVID-19. Oui, Donc, c'était une entreprise de sécurité. Moi, d'accord. anciennement, je gérais une 60aine de personnes sur une 30aine de contrats. Et OK, puis, cette compagnie s'est retrouvée à licencier la moitié de ses employés. d'accord. Donc, on a fait face à une faillite. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y avait un manque d'argent. Donc, on a d'autres réponses dans le chat. On a oui, de la part de Samsidine. OK. Et Abdoulaye Seck qui nous dit presque. Sandrine dit que c'est la raison pour laquelle elle suit cette formation. Donc, super. OK. Donc, effectivement, on a des réponses qui sont plutôt dans le sens de oui. Pour l'instant, aucune réponse négative. OK. Merci beaucoup. Alors, du coup, la question suivante, c'est est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir l'impression que votre entreprise est rentable, mais de ne pas savoir où cet argent passe? Donc, vous avez l'impression que vous gagnez de l'argent malgré tout, mais c'est que vous ne savez pas, en fait, comment cet argent est utilisé et vous ne savez pas où est-ce que ça passe. Est-ce que ça vous arrive? N'hésitez pas à répondre encore une fois. Donc, Abdoulaye nous dit oui. OK. Fleur aussi. D'accord. Fatoussi également. OK. D'accord. Donc, merci beaucoup. Oui, hélas, hein, effectivement, c'est dommage. Merci. Donc, effectivement, aux 2 questions que j'ai posées, les réponses que j'ai eues étaient plutôt positives. Donc, ce qui nous montre que, effectivement, la gestion de trésorerie, c'est un point important pour toute entreprise parce que même des entreprises qui sont rentables peuvent avoir ce problème-là. On sait tous que la raison d'être d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, d'être rentable
ce qui suppose que son chiffre d'affaires soit supérieur à ses charges. On veut tous avoir une activité qui nous permette de couvrir l'intégralité de nos charges et qu'il nous reste ensuite de quoi pouvoir réinvestir dans l'entreprise et de quoi pouvoir rémunérer nos actionnaires. Une fois qu'on a payé tout ce qui est loyer, prestations diverses, taxes et autres charges qu'on peut avoir. Donc, l'idée, c'est vraiment effectivement que l'entreprise puisse créer de la richesse et réinvestir cette richesse dans sa croissance notamment. Mais malgré tout ça, on peut remarquer que beaucoup d'entreprises, bien qu'elles soient rentables, font faillite. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Donc, la raison principale, ça va être le manque de liquidité. Parce que, en fait, ce qu'on constate, c'est que les revenus que l'entreprise génère ne sont pas nécessairement synonymes d'encaissement et que, de manière générale, avant qu'on puisse générer des revenus, on est amené à faire des décaissements, on est amené à faire des dépenses. Donc, tous ces éléments-là vont faire qu'à un moment, l'entreprise ne va pas avoir suffisamment de liquidité pour faire face à ses besoins de fonctionnement. Elle ne va pas pouvoir financer ses opérations. OK? Et donc, c'est bien de se dire qu'on gagne de l'argent, mais si cet argent n'est pas disponible, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement, en théorie, on peut se dire qu'on a beaucoup de contrats, beaucoup de clients, on a signé et on a un beau chiffre d'affaires. Mais dans la pratique, malgré ça, on peut se poser la question de savoir comment on va pouvoir payer le salaire, comment on va pouvoir payer les factures d'électricité ou les factures d'eau. Du coup, notre objectif avec la formation sur la gestion de trésorerie, c'est savoir comment gérer sa trésorerie de manière efficace et efficiente afin de pouvoir justement avoir de la liquidité quand on en a besoin. Et dans ce module d'introduction plus particulièrement, on va faire en sorte que vous puissiez comprendre comment votre trésorerie fonctionne. Donc, globalement, le premier point qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que la trésorerie de manière très concrète. Ensuite, on va voir à quoi ça sert d'avoir une trésorerie positive. La troisième partie va vous permettre de voir comment la trésorerie est structurée et ça va vous permettre dans un dernier temps de pouvoir faire le diagnostic de votre trésorerie. C'est important parce qu'il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir effectivement s'assurer d'avoir de la liquidité, d'avoir de l'argent disponible. Parce que pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est important avant tout d'avoir une idée claire de quels sont ces objectifs et de savoir également quels sont leurs déterminants avant de pouvoir passer à l'action pour les atteindre. Alors, qui pourrait me donner la définition de la trésorerie? D'après vous, qu'est-ce que c'est que la trésorerie? N'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez lever la main, désactiver votre micro, idéalement. Et puis, vous pouvez également participer dans le volet de conversation. Quelqu'un a une idée? Je veux bien essayer. D'accord, Fleur, merci. Je pense que quand on parle de trésorerie, c'est l'argent dont l'entreprise dispose. Oui, Donc, ça serait peut-être l'argent qu'on a en caisse, l'argent OK. qu'on a à la banque, les créances qu'on a. Voilà, c'est tous ces éléments qui représentent la trésorerie pour moi. D'accord, merci beaucoup pour la contribution. Donc, Fleur nous dit l'argent dont l'entreprise dispose, qui pourrait être dans les caisses, à la banque ou à travers les créances. Merci. Est-ce que d'autres ont des contributions par rapport à cette première proposition? Oui, bonjour, Ousmane Traoré. Bonjour Ousmane. Oui, moi, je dirais que la trésorerie, c'est tout simplement, en fait, l'ensemble du cash que l'entreprise a obtenu à Oui, l'instant T, après les activités opérationnelles, mais aussi financières. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise a gagné après ces activités-là, opérationnelles et financières. OK. Après, activité opérationnelle et financière. D'accord, merci beaucoup. Une troisième personne, peut-être?
Non? Nelly, peut-être? Ou encore Samsidine? Moi, je Patricio, dirais que la merci. trésorerie, c'est le bénéfice net qu'on arrive à sortir. C'est le bénéfice. Ce serait le bénéfice. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci pour ces 3 contributions. Donc, dans ces 3 contributions, on voit des choses qui sont en lien avec ce qu'on peut comprendre de la trésorerie, mais également les erreurs qu'on peut faire par rapport à la trésorerie, justement. Fatoussi nous dit aussi banque et caisse et VMP. Alors, pour le coup, je ne vois pas ce que c'est que VMP. Donc, du coup, Fatou, si vous pouvez nous expliciter, ça nous aiderait tous, je pense. OK. Alors, donc, globalement, ce que vous dites, bonjour, Joseph, oui. Joseph, je définirais ça comme étant l'ensemble des... OK, valeur mobilière et placement. D'accord. OK. Merci beaucoup. Oui, Joseph, allez-y. On ne vous entend plus, Joseph. Je pense que vous devez avoir un problème de son. Votre micro est peut-être a peut-être un souci. On ne vous entend toujours pas. Du coup, si vous voulez, vous pouvez peut-être... Oui. C'est bon là? Là, c'est bon, oui, merci. Allô? Oui, là, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. L'ensemble des liquidités disponibles en caisse ou en banque, en fait. D'accord. Donc, les liquidités disponibles en caisse ou en banque. OK. Merci beaucoup. Merci. OK. Donc, effectivement, globalement, ça va être l'argent dont l'entreprise dispose. Quand vous parlez de ce qui est en caisse ou en banque, effectivement, c'est exact. Les créances, normalement, ne vont pas faire partie de la trésorerie, dans la mesure où les créances, ce n'est pas de l'argent que l'entreprise a à sa disposition. C'est de la richesse qu'elle a créée, mais cette richesse n'est pas encore disponible. Donc, cash qu'on a à l'instant T, oui. Après, les activités opérationnelles, OK. Les activités financières. Il y a aussi, du coup, si on veut classer ça comme ça, on peut dire opérationnel, financière et investissement. Parce que les investissements aussi vont venir impacter la trésorerie de l'entreprise. Alors, merci, Fleur. Donc, effectivement. Pour ce qui est du bénéfice net, du coup, le bénéfice net va plutôt être lié à la rentabilité de l'entreprise parce que c'est la richesse que je vais créer en vendant mes produits. Donc, je vends mes produits, je génère un chiffre d'affaires, je déduis mes charges et j'obtiens mon bénéfice. Mais rien ne me dit que j'ai encaissé tout le chiffre d'affaires que j'ai généré. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les revenus ne sont pas toujours synonymes d'encaissement. Et de la même manière, j'ai pu avoir des charges que finalement, je n'ai pas encore payées. Donc, tout ça, ça va impacter ma trésorerie, ce qui va faire qu'il ne va pas y avoir une équivalence entre le bénéfice que je génère et puis ma trésorerie à un instant donné. Donc, OK. Finalement, on parlait des valeurs de placement. Alors, pour ces éléments-là, quand on fait des placements, généralement, les placements ne sont pas liquides. Donc, au contraire, eux, ils ne vont pas venir impacter la trésorerie parce que la trésorerie, comme on le disait, c'est l'argent disponible. Donc, concrètement, la trésorerie, de manière très simple, c'est l'argent que l'entreprise a à sa disposition et qu'elle peut mobiliser à n'importe quel moment. Et cet argent va se trouver soit dans ses caisses physiques, soit sur ses comptes bancaires, comme ça a été souligné par certains d'entre vous. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous savez comment cela peut se traduire d'un point de vue comptable?
comment est-ce qu'on peut calculer la trésorerie à partir du bilan? Qui a une idée? Ousmane Traoré, c'est pas la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. Alors, ce serait quoi la trésorerie active et la trésorerie passive du coup? Donc, par trésorerie active, c'est ce qu'on a déjà au niveau de la banque et en caisse. Par contre, OK. en trésorerie passive, c'est plus tout ce qui est découvert bancaire. Alors, d'accord. Donc, vous diriez c'est la différence entre le solde de mes caisses et de mon compte bancaire et les découvertes que je peux avoir. C'est bien ça? Oui, effectivement. D'accord. Donc, je retiens ça. On y reviendra après. C'est Joseph. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je pense que normalement, elle est calculée sur la base du solde qu'il y a à la caisse et aussi au niveau des comptes bancaires. Et surtout, peut-être des chèques qu'on a déjà émis quand on fait peut-être le solde de tout ça. À ce moment-là, on peut dire que c'est ça notre trésorerie, en fait. Alors, vous avez dit caisse et compte bancaire, moins les chèques déjà émis, c'est ça? C'est ça. OK, d'accord. C'est noté. Alors, OK. OK, merci beaucoup. Alors, entre-temps, Jean disait qu'on peut considérer les actifs d'une entreprise en crypto-monnaie comme de la trésorerie. C'est une question. Alors, oui. Quelqu'un prend la parole? Oui? Non, finalement. OK. Alors, les actifs en crypto-monnaie. La crypto-monnaie, j'allais dire, ce n'est pas forcément des actifs qu'on peut facilement liquider. Donc, a priori, moi, je ne les mettrai pas dans la trésorerie parce qu'il faut que ce soit, enfin, comme on dit, la trésorerie, c'est la liquidité. Donc, c'est des choses qu'on peut facilement transformer en cash. Alors, ensuite, disponibilité moins découvert. OK. Le plus, je ne sais pas si c'était pour une suite, du coup. Mais si je rebondis sur tout ce qui a été dit, donc là, quelque part, on revient toujours sur le volet un peu empirique du calcul de la trésorerie. Quand on parle de caisse et banque, effectivement, quand on dit moins chèque émis, c'est parce que le solde bancaire, si on a émis des… D'accord, merci beaucoup. Le solde bancaire, si on a émis des chèques, effectivement, ces chèques doivent être déduits du solde bancaire s'ils n'ont pas encore été retirés parce que c'est de l'argent qu'on a déjà cédé. OK, donc c'est un ajustement qu'on va faire. Après, trésorerie active moins passif. Donc, ce que j'ai compris, c'est que si on a des découvertes, c'est ce qui est considéré comme la trésorerie passive ici. Mais du coup, le découvert ne va pas réellement avoir d'impact sur la trésorerie telle qu'elle est définie. On va y revenir grâce à un petit exercice où on va voir tout ça. OK? Donc, merci beaucoup pour ces contributions. Du coup, je vais revenir vers vous pour ces éléments. Alors, donc de manière très concrète, en fait, la trésorerie d'un point de vue comptable, ça va être la différence entre le fonds de roulement FDR et le besoin en fonds de roulement BFR. Donc, le fonds de roulement, ça va être la différence entre les ressources à long terme de l'entreprise
à savoir ses capitaux propres et ses dettes à long terme, et ses emplois à long terme, à savoir les immobilisations. Donc, concrètement, c'est l'argent que l'entreprise a à sa disposition à long terme pour pouvoir répondre à ses besoins de fonctionnement. Et de l'autre côté, le besoin en fonds de roulement, ça va être la différence entre l'actif circulant hors trésorerie, donc tout ce qui est créances, stock, et le passif circulant, donc notamment les dettes fournisseurs, dettes sociales et dettes fiscales. OK? Donc, le BFR, en fait, il représente la somme dont l'entreprise a besoin au quotidien pour pouvoir fonctionner. C'est la somme dont l'entreprise a besoin pour pouvoir tourner. Du coup, dit comme ça, c'est peut-être pas, enfin, les notions de calcul ne sont peut-être pas très claires pour vous, donc on va voir pourquoi on arrive à ce résultat-là. Mais déjà, est-ce que les notions de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement font sens pour vous? Est-ce que tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Oui. Avec OK. peut-être de manière plus simple, en fait. Ce que c'est que le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement? Oui. Alors, j'allais dire le fonds de roulement, en fait, c'est l'argent que l'entreprise a et qui est disponible à long terme. Donc, les ressources à long terme, on a les capitaux propres et les dettes. Les dettes à long terme. Les capitaux propres, c'est l'argent que les actionnaires ont mis à la disposition de l'entreprise et qu'ils ne vont pas retirer du jour au lendemain. Donc, c'est disponible pour longtemps. Pareil pour les dettes à long terme, qui sont des dettes qui ont une valeur au-delà d'1 an. Ça peut être aussi, j'allais dire, ça peut être aussi le capital qu'on investit pour démarrer son projet. Oui, effectivement, ça, ce sera les capitaux propres. D'accord, OK. Désolée, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont démarré des travaux derrière. J'espère que ça ne gêne pas trop. Non, ça va. D'accord. Merci. OK, juste un instant. Et du coup, les emplois à long terme, c'est les immobilisations. Donc, les immobilisations, c'est tous les actifs à long terme de l'entreprise. Donc, il va y avoir des immobilisations corporelles comme le fait d'acheter des machines, des ordinateurs, des machines industrielles ou des meubles notamment. Donc, tout ça, ça va être des immobilisations corporelles. On a des immobilisations incorporelles comme des logiciels et des immobilisations financières comme des placements financiers. Donc, en gros, si vous considérez que les ressources à long terme, c'est l'argent que j'ai reçu pour pouvoir l'utiliser et qui est disponible à long terme, et de l'autre côté, les immobilisations, c'est ce qui va me prendre de l'argent de manière durable aussi. Donc, je fais la différence entre les deux et ça me dit qu'est-ce qu'il me reste que je peux utiliser sur le long terme. Ça va? Pour cette partie. C'est plus clair? Pour le fonds de roulement, c'est Oui. clair. D'accord, super. Et de l'autre côté, en fait, le besoin en fonds de roulement. Donc, on a d'un côté l'actif circulant hors trésorerie, les créances et les stocks, parce que c'est des choses, en fait, qui vont être dans mon fonctionnement, qui vont m'amener à avoir de l'argent dehors, et donc, il va falloir que je finance quelque part. Donc, les créances, c'est parce que j'ai vendu et je n'ai pas encore récupéré cet argent. Il n'est pas en ma possession. Et de l'autre côté, les stocks, j'ai acheté des choses, mais je ne les ai pas encore consommées, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, ça prend aussi de l'argent qui est indisponible pour le moment. Avant d'aller plus loin, sur les stocks, quand tu as dit utiliser, ça peut être aussi la marchandise que je n'ai pas encore vendue. Effectivement, oui. Et en ce moment-là, la valeur de ce stock est calculée sur, comment on appelle, avec le prix d'achat ou le prix de vente? Alors, j'allais dire, au moment où les éléments sont en stock, leur valeur est plutôt calculée sur la base des coûts de production, d'achat ou de production. D'accord, OK, parfait. C'est compris. OK. Et du coup, concrètement, ces éléments-là représentent de l'argent qui est immobilisé, mais de manière temporaire, parce que les créances, elles sont censées être payées assez vite, en tout cas, dans une période qui ne va pas aller jusqu'à 1 an en temps normal, même si on sait que dans nos environnements, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Et pareil, les stocks, ils sont censés être en rotation. De l'autre côté, on a le passif circulant.
Donc, ils vont être les dettes à court terme. Ici, on a surtout mis en avant les dettes fournisseurs, dettes sociales, dettes fiscales, mais par exemple, un découvert aussi, c'est une dette à court terme. Donc, c'est de l'argent que j'ai reçu d'une manière ou d'une autre et que je vais devoir, ou soit de l'argent que je vais devoir payer à un moment, mais que je n'ai pas encore payé. Donc, si je prends un découvert, il va falloir que je le paie assez rapidement. C'est l'objectif parce que ce genre de dette coûte cher et n'est pas destiné à être longue. Ensuite, dette fournisseur, j'ai acheté auprès d'un fournisseur, je ne l'ai pas encore payé. Donc, c'est de l'argent qui, normalement, ne devrait pas m'appartenir, mais qui est à ma disposition. De la même manière, la dette sociale, c'est, par exemple, tous les prélèvements sociaux liés aux employés. Ça peut être leur assurance maladie, leur assurance retraite, des choses comme ça, les cotisations retraite et autres, que je dois payer, mais que je n'ai pas encore payé. Et pour la dette fiscale, ça va être les impôts que je dois payer et que je n'ai pas encore payé. La charge est constatée, mais elle n'est pas encore payée. Donc, la différence entre l'actif circulant et le passif circulant, ça me dit quel est l'argent que j'ai, de manière, comment dire ça? L'argent qui soit est dehors, soit est immobilisé de manière temporaire. Et de l'autre côté, l'argent qui est en ma possession, mais qui va bientôt devoir être payé, que je n'ai pas encore payé. Donc, ce qui est en ma possession, mais qui normalement ne devrait pas l'être. Donc, la différence entre les deux me dit qu'est-ce que j'ai besoin de financer pour pouvoir tourner. Parce que tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont nécessaires à mon activité. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est clair pour moi. OK, d'accord. Donc, si d'un côté, j'ai l'argent qui me reste en disponibilité à long terme et de l'autre, je sais le cash que mon business consomme à court terme pour fonctionner, si je fais la différence entre les deux, ça me permet de savoir ce qu'il me reste aujourd'hui et que je vais pouvoir utiliser pour mes besoins. D'où la trésorerie nette. D'accord. Ça va? Oui. OK, super. Les autres, n'hésitez pas à faire signe aussi pour dire ce que vous avez compris ou au contraire pas compris. OK. Et du coup, si d'un point de vue comptable, on veut voir d'où vient cette logique, on peut reprendre le bilan avec les notions d'actifs et de passifs. Donc, je vais juste partir de ces définitions basiques pour voir comment on arrive à tout ça. Donc, on sait que dans le bilan, l'actif est égal au passif. Et là, on voit que l'actif est composé des immobilisations, de l'actif circulant hors trésorerie et de la trésorerie nette qu'on veut calculer. Et de l'autre côté, dans le passif, on a les capitaux propres, la dette à long terme et la dette à court terme. Donc, pour l'instant, je vais juste remplacer ces deux notions. IMO plus actif circulant hors trésorerie plus trésorerie nette égale capitaux propres plus dette à long terme plus dette à court terme. Jusqu'ici, je n'ai fait que remplacer les éléments. Maintenant, je vais isoler la trésorerie nette qui va être égale aux capitaux propres plus la dette à long terme plus la dette à court terme moins les immobilisations et moins l'actif circulant hors trésorerie. OK. Donc là, j'ai juste fait passer les immobilisations et l'actif circulant hors trésorerie de l'autre côté de l'équation. Du coup, là, trésorerie nette, je vais essayer de regrouper les éléments. On va avoir d'un côté capitaux propres plus dette à long terme moins immobilisation. Donc, c'est toute la partie en orange qu'on appelle eau de bilan. Et de l'autre côté, on a plus dette à court terme moins actifs circulants hors trésorerie. N'est-ce pas? OK. Donc, ce qu'on voit, c'est, si on reprend les définitions qu'on a données tout à l'heure, ici, on a capitaux propres plus dette à long terme moins immobilisation.
ça nous donne fonds de roulement. Et ici, on a moins dette à court terme, plus dette à court terme, moins actifs circulants hors trésorerie. Donc, on a l'opposé du BFR, puisqu'on a dit que le BFR, c'était actifs circulants hors trésorerie, moins dette à court terme. Ça va? C'est plus clair pour vous? N'hésitez pas à réagir, soit en commentaire, soit en désactivant votre micro temporairement. C'est clair de manière théorique pour moi. C'est clair de manière théorique. J'espère qu'on aura de la pratique. OK. Alors, j'allais dire, on pratiquera certains éléments. Après, j'allais dire, là, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout pratiquer, surtout ces notions-là. Et puis, je pense que c'est surtout comprendre comment le passif et l'actif sont constitués et pouvoir justement identifier ces éléments-là et comprendre qu'est-ce que c'est que le fonds de roulement, qu'est-ce que c'est que le besoin en fonds de roulement. C'est des notions que, quand on les explique, effectivement, ça peut venir, ça peut vous parler et c'est à force de revoir les notions, à force de revoir tous ces éléments-là et puis de faire les calculs pour votre entreprise que ça pourra faire plus de sens pour vous. Oui, Sorna? N'hésitez pas à désactiver votre micro pour parler. Pardon. Sorna, vous pouvez y aller? Alors, Sorna, pour l'instant, on ne vous entend pas. Hein? Sorna? OK. Donc, du coup, Sorna, si entre-temps, vous arrivez à réactiver votre micro, vous nous faites signe. OK. Donc, merci. À partir de là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on fasse un petit exercice. Donc, ici, l'idée, c'est de déterminer quel est l'état de la trésorerie de l'entreprise qu'on a. Ici, vous avez juste besoin de la première définition qu'on a donnée, donc la définition empirique de la trésorerie, qui vous dit que la trésorerie, c'est tout ce qui est disponible et que l'entreprise peut mobiliser à l'instant T et qui est présent sur ses comptes bancaires et dans ses caisses. On n'a pas besoin des notions de fonds de roulement et de besoins en fonds de roulement ici. D'accord? Donc, tout d'abord, vous ferez les calculs, vous verrez quels éléments font partie de la trésorerie. Enfin, on va faire ça ensemble. Et après, on va se poser la question de savoir si les informations qu'on a en dessous vont changer quelque chose à nos calculs ou pas. Alors, qui voudrait prendre la parole pour qu'on puisse avancer sur cet exercice? Sonia, vous voulez prendre la parole? Non, c'est bon. J'avais perdu le son, donc je me suis reconnectée. D'accord, OK. Merci. Pas de souci. Merci. Alors, Nelly, vous voulez prendre la parole? Ousmane? Je n'ai pas de volontaire aujourd'hui, ce serait dommage quand même. Même si on se trompe, on est là pour ça. Moi, je suis totalement d'accord avec le calcul de la trésorerie énoncée. D'accord. Et du coup, si on reprend les opérations ici, donc on a de l'argent sur le compte BAS. BAS, c'est une banque.
On a de l'argent sur le compte CBAO. On a de l'argent sur le compte personnel du DG. On a de l'argent avec la secrétaire sans assignation. On a de l'argent dans les caisses. On a un chèque qui est non encaissé. On a fait des investissements matériels de 2 millions et un placement boursier de 1 million. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour le calcul de la trésorerie? Merci Nelly pour le retour. Oui? Moi, je dirais... Est-ce que l'argent sur le compte BAS va être pris en compte? Oui. Oui? D'accord. L'argent sur le compte CBAO? Oui. OK. L'argent sur le compte personnel du DG? Non. OK. L'argent avec la secrétaire sans assignation? Non. OK. L'argent qui est en caisse? Oui. OK. Le chèque non encaissé? Non. Oui, 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 oui. OK. L'investissement matériel? Oui, OK. Et les placements boursiers? oui. OK. D'accord. Merci beaucoup, Patricio. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord avec Patricio? Sinon, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, Nelly nous dit non pour le chèque. Oui? Allô? Oui? On ne vous entend Je pas pense très que bien. pour le Allô, vous me recevez? Là, oui. Oui, je disais, je pense que pour le chèque non encaissé, je ne suis pas d'accord. D'accord. Pourquoi? Le chèque n'est pas encore encaissé, donc ça ne se trouve ni à la caisse ni à la banque. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? OK. Fatou aussi nous dit KO pour l'investissement matériel. D'accord. Merci, Fatou. Pourquoi? S'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose que Fatou et qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Pour l'investissement matériel, je dirais KO. D'accord. Merci, Abdou Parce que Aziz. oui, ce n'est pas de l'argent cash qu'on peut transformer, qu'on peut utiliser comme ça. D'accord. OK. Merci beaucoup. Donc, Jean, on essaie de calculer la trésorerie à partir des informations qu'on a à l'écran. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, pour l'argent aussi, l'argent qui est avec la secrétaire, Oui. moi, on doit le Vous le considériez, considérer c'est comme étant ça? OK. Pourquoi? Oui, oui, oui. Bon, parce que c'est de l'argent cash qui est là avec la secrétaire. Et D'accord. on peut utiliser cet argent pour faire face à des dépenses urgentes. OK. D'accord. C'est noté. Merci beaucoup. Autre chose? Alors, Jean demande quelle origine pour l'argent avec la secrétaire. Est-ce que c'est une seconde caisse? Donc, comme c'est de l'argent avec la secrétaire sans assignation, non, ce n'est pas une seconde caisse parce que sinon, on l'aurait précisé, du coup. Alors, les seules informations qu'on a, c'est que c'est avec la secrétaire et que ce n'est pas assigné à l'heure actuelle. OK. Alors, du coup, merci beaucoup pour vos contributions. Concrètement, ici, on est d'accord sur le compte BAS, effectivement, c'est l'argent. Oui, un piège, comme tu dis. On est d'accord pour l'argent qui est sur le compte BAS, ça va entrer dans le calcul. L'argent qui est sur le compte CBAO est effectivement aussi. Tout ça, ça appartient à l'entreprise. On est d'accord aussi sur le fait que l'argent qui est sur le compte personnel du DG ne va pas être pris en compte parce que c'est l'argent du DG, ou en tout cas, c'est sur le compte du DG, donc ce n'est pas considéré comme étant de l'argent de l'entreprise. Ce qui est avec la secrétaire sans assignation, donc du coup, ça ne va pas entrer dans le calcul de la trésorerie. Pourquoi? Parce que c'est avec la secrétaire sans assignation, ça veut dire que cet argent
On ne sait pas forcément d'où il vient. On ne sait pas pourquoi la secrétaire là. On ne sait pas, qu'est-ce que j'allais dire? Cet argent n'est enregistré nulle part. Donc, si on prend la comptabilité de l'entreprise, cet argent n'existe strictement pas. Et en tout état de cause, si on est face à une personne qui est malhonnête, elle peut disparaître avec cet argent et il n'y aura pas de souci parce que cet argent n'a pas été tracé. Donc, en comptabilité, vous n'avez pas cet argent, il n'existe pas, il ne fait pas partie de votre trésorerie. La caisse, on est d'accord que ça va être pris en compte dans la trésorerie. Le chèque non encaissé ne va pas être pris en compte. Pourquoi? C'est comme ça a été expliqué tout à l'heure. Hein. Le chèque non encaissé, c'est de l'argent qu'on va recevoir à un moment, mais on ne l'a pas encore encaissé. Donc, cet argent n'est pas disponible. Le chèque, de 1, il peut être perdu. On peut le déposer et qu'il revienne sans provision. Donc, on n'aura pas l'argent. Et même une fois qu'on a déposé ce chèque, en fait, il va falloir attendre qu'il soit traité avant que l'argent ne soit disponible sur le compte. Donc, si on a besoin de cet argent maintenant, on ne peut pas l'utiliser. Donc, pour ce qui est des investissements matériels, concrètement, c'est de l'argent qu'on a déjà dépensé pour acheter des actifs. Donc, cet argent, il est sorti. Il ne va pas avoir d'impact sur notre trésorerie actuelle. Et le fait que cet investissement, il existe, il est dans l'entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de liquide qu'on va pouvoir utiliser non plus. Donc, ça ne va pas entrer en compte dans notre calcul de trésorerie. Et pour les placements boursiers, de la même manière, ça ne va pas entrer dans le calcul de la trésorerie parce que c'est de l'argent qui a été placé et qui n'est pas disponible. Donc, si on a besoin de cash, on ne peut pas aller récupérer cet argent-là comme ça. Est-ce que ça va? Ça fait sens pour vous ou il y a des choses qui ne sont pas claires? S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui, pour l'instant, ne font pas sens pour vous, n'hésitez pas pour qu'on puisse éclaircir la question et être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Du coup, le montant de la trésorerie nette va être de 1 million plus 2 millions plus, alors, 1 million plus 2 millions plus les 500 000 qu'on a ici, ce qui fait bien 3,5 millions. OK? D'accord. Alors, la question suivante est de savoir, est-ce que les informations qu'on a en bas vont changer quelque chose à l'état de notre trésorerie? On sait que l'entreprise a des capitaux propres de 5 millions, une dette de 1 million, un découvert sur son compte SGBS de 500 000 et finalement des créances clients de 1 million. Est-ce que ça change quelque chose? Merci Fleur pour le retour. Dédé, vous voulez peut-être nous donner votre avis sur la question? Ou quand vous avez beaucoup participé hier, vous n'avez plus d'énergie aujourd'hui? Ousmane Traoré. Oui, Ousmane. Oui, je trouve que ces informations vont impacter au niveau de la trésorerie. D'accord. Parce que quand on débutait la formation, tout au début, vous avez développé une formule en disant que oui. trésorerie nette égale à fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Oui. Si je ne me trompe pas. OK. Donc, en appliquant cette formule ici, on verra vraiment qu'il y aura une variation au niveau de la trésorerie, vu qu'il y a la présence des dettes, mais aussi des créances. OK. Alors, du coup, vous avez parlé de la formule fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement.
Mais du coup, est-ce que vous pouvez expliquer d'après vous, en fait, du coup, qu'est-ce qui change, pourquoi et comment? Enfin, s'il y a des choses qui changent comme… et Jean est d'accord avec vous parce qu'il dit qu'il y a changement aussi. OK. Jean, n'hésitez pas à nous donner vos arguments également. OK. Jean dit qu'on a 1,5 million en moins, somme de la dette et du découvert. D'accord. Merci pour cette contribution. Donc, Abdelaziz ou Ousmane? Les autres, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, si vous êtes d'accord, comme en cas contraire. Moi, je suis 100% d'accord. Oui. Donc, vraiment, c'est vraiment, ça représente ça. D'accord. Merci beaucoup. OK. Alors, Fatou a une contribution aussi, peut-être? Non? OK. Alors, donc, merci pour ces éléments complémentaires, hein, et pour tous les éléments mentionnés dans la discussion aussi, Jean. Alors, du coup, en fait, la conclusion ici, c'est que ces éléments-là ne vont pas changer ce que vous avez trouvé ici. Parce que, en haut, on était dans un calcul empirique avec toutes les informations liées au compte bancaire et à la caisse. Donc, si on est d'accord avec le fait que ma trésorerie, c'est ce que j'ai en caisse et ce que j'ai sur mes comptes bancaires, compte de mobile money compris, parce que j'ai cru voir passer la question à un moment dans la discussion. Donc, cet argent-là, il ne va pas changer, quel que soit l'état de mes capitaux propres, quel que soit l'état de mes dettes, quel que soit l'état de mes découverts ou de mes créances clients. Ce que j'ai en caisse, c'est le même montant. Ce que j'ai à la banque aussi, c'est le même montant. OK? Ces éléments-là, ils vont pouvoir intervenir si on est dans la logique de faire le calcul en termes de fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Mais encore une fois, il faudrait qu'on ait l'information sur tous les éléments de bilan pour pouvoir faire le calcul. Et normalement, si on a tous les éléments liés à l'actif et au passif, on devrait retrouver les mêmes résultats exactement que ceux du calcul empirique. Donc, en fait, le fait que j'ai une dette, ça ne va pas changer ce que j'ai dans ma caisse parce que les 1 million de dettes, soit je les ai reçues et je les ai utilisées pour acheter quelque chose, payer une prestation, donc c'est déjà consommé, ça ne va pas rentrer en ligne de compte, soit c'est sur un autre compte bancaire ou dans mes caisses. Donc, ça ne va rien changer. Mon découvert aussi, c'est de l'argent, c'est une dette aussi. Donc, c'est de l'argent qui m'a été mis à disposition, qui a soit été consommé ou qui est déjà pris en compte dans les calculs qu'on vient de faire. Pour les capitaux propres, c'est l'argent que mes actionnaires ont mis dans l'entreprise à un moment donné. Il a pu être déjà consommé, il se peut qu'une partie reste encore, mais ça n'impacte pas directement l'état de ma caisse et de ce que j'ai sur mes comptes bancaires aujourd'hui. Et les créances, comme on l'a dit, hein, c'est de l'argent qui n'est pas encore disponible. De la même manière, ça ne va pas changer les choses. Alors, d'accord, mais ça va vite évoluer à court terme car c'est du circulant. Alors, du coup, est-ce que c'est possible de préciser la réponse, Jean, parce que je ne suis pas sûre de suivre? Et vous pouvez activer votre micro, ça ce sera plus fluide, si vous en avez la possibilité. Le changement. Alors, le changement, ça va vite évoluer car c'est du circulant. D'accord. Est-ce que donc ça changerait vite? Alors, est-ce que ces éléments, ça peut changer des choses à un moment donné? Oui, mais en l'occurrence, on parle de l'état de ma trésorerie à l'instant T. Donc, si je dois décaisser de l'argent aujourd'hui pour faire face à une dépense, je ne peux sortir que 3,5 millions. Même si demain, on me paie ma créance, si j'ai besoin de dépenser aujourd'hui,
je ne peux pas dépenser l'argent de la créance. Et de la même manière, si je prévois de régler mon découvert demain, tant que je ne l'ai pas réglé, j'ai toujours mes 3,5 millions. À partir du moment où j'aurai décidé de faire une opération, cette opération sera enregistrée, elle va changer l'état de ma trésorerie, mais toutes les opérations ont déjà été enregistrées. Donc, à partir de là, à l'instant T, ma réalité, c'est que j'ai 3,5 millions. Ce qui se passe dans 2 heures, 3 heures, demain ou après-demain, ça, c'est une autre question. OK? J'avais une petite question, Ousmane. Oui. Donc, si je comprends bien, soit en passant par l'approche empirique, de même aussi l'approche fonds de roulement et BFR, donc logiquement, on doit avoir les mêmes trésoreries. Donc. Exactement. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème dans le suivi de la comptabilité. OK, merci. Par exemple, empiriquement, on aurait pris en compte les 500 000 francs que la secrétaire a récupérés et donc elle a dit j'ai 500 000, mais on l'a noté nulle part, donc ça n'apparaît pas dans les éléments qui permettent le calcul. Là, il y aurait un décalage et ce ne serait pas normal. Ça va? C'est aussi un outil de contrôle pour se dire que tout est en règle, de pouvoir avoir les deux méthodes. OK, donc on va pouvoir continuer. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce qu'une entreprise doit avoir une trésorerie positive? N'hésitez pas à prendre la parole. Chère Diane, peut-être? Je pense qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. Alors, oui, bonsoir à tout le monde. En fait, moi, je suis venu merci, un cher. peu en retard. Pas de souci. C'est pour ça, en fait. D'accord. Je suis. OK. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une idée sur le fait, enfin, sur l'importance d'avoir une trésorerie positive. Alors là, je ne sais pas. D'accord. OK, pas de souci. Alors, Jean nous dit dans la conversation, pour éviter la panique et la tension. OK. Effectivement, avoir de la trésorerie, ça nous rassure. Sandrine, vous voulez partager votre avis sur la question? Je dirais la même chose que le précédent pour éviter la panique et la tension. D'accord. OK, merci. Oui, Dédé, vous pouvez y aller. Nelly, faire face aux imprévus. Oui. Oui, je pense que sauf à considérer que les frais financiers sont un poste de dépense, un poste de charge constant, la trésorerie permet de faire face à ces engagements. On ne peut pas régler à ces engagements, on ne peut pas régler avec l'argent qu'on n'a pas. Effectivement, faire face à ces engagements. C'est l'argent qu'on va pouvoir dépenser, sauf à vouloir de manière stratégique être en trésorerie négative, je dis n'importe quoi, être en découvert permanent et en supporter les coûts. À défaut, il faut avoir de l'argent à dépenser. Effectivement, c'est important d'avoir de l'argent à dépenser. Faire face à ces engagements, faire face aux imprévus, éviter la panique et la tension. Effectivement, tout ça, c'est… Oui? Moi j'aurais une question. Comment font les entreprises comme Uber qui sont en déficit permanent pour continuer de fonctionner? Alors, du coup, c'est là qu'on voit encore une fois la différence entre rentabilité et trésorerie. Parce qu'une entreprise qui est en déficit permanent, comme vous le dites,
Enfin, j'allais dire, il y a beaucoup de startups qui fonctionnent avec ce modèle, hein. Et même, j'allais dire, généralement, quand une entreprise commence, elle ne gagne pas nécessairement de l'argent dès le départ. Au contraire, elle doit dépenser pendant un certain temps avant de voir des résultats. Mais ça suppose que malgré le fait qu'elle ne génère pas de bénéfices, elle ait déjà de l'argent à sa portée. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui lui font suffisamment confiance pour lui donner de l'argent. Donc, quand on n'a pas l'argent, on va chercher l'argent des autres. C'est comme ça que ces entreprises survivent. Donc, soit au départ, c'est mes actionnaires qui ont mis beaucoup d'argent pour que je puisse mener mes activités tranquillement. Soit j'ai eu des investisseurs qui sont venus mettre de l'argent aussi parce qu'ils croient dans mon projet. Soit je suis allée faire un emprunt auprès de la banque ou j'ai trouvé d'autres mécanismes pour avoir de l'argent pour fonctionner pendant que je n'en gagne pas. Donc, j'ai de la trésorerie, mais je ne suis pas rentable. OK, merci beaucoup. Fatou nous dit faire face à ses besoins et même financer de nouveaux investissements. Merci beaucoup. OK. Donc, effectivement, tous ces éléments sont des raisons qui font qu'il est important que l'entreprise ait une trésorerie positive. Parce que concrètement, avoir une trésorerie positive, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise a de l'argent à sa disposition. Et c'est le fait d'avoir de l'argent à sa disposition qui va permettre à l'entreprise de faire face à ses engagements et de gérer le quotidien, aussi bien les imprévus, les nouveaux besoins en investissement, tout ce dont elle a besoin pour pouvoir croître et répondre à ses ambitions. Donc, et concrètement, lorsqu'on dit qu'une entreprise a une trésorerie positive, ça veut dire que son fonds de roulement est supérieur à son besoin en fonds de roulement. Donc, l'argent que j'ai à ma disposition à long terme est supérieur à l'argent dont j'ai besoin pour pouvoir tourner au quotidien. Et s'il y a une chose importante à noter, c'est que la trésorerie peut être nulle ou positive, mais elle ne peut jamais être négative. Parce que soit j'ai de l'argent, soit je n'en ai pas. Et donc, le fonds de roulement est toujours supérieur ou égal aux besoins en fonds de roulement. OK? Donc, une nouvelle question pour vous. Quelles sont, d'après vous, les différentes sources dont provient l'argent que l'entreprise a à sa disposition? D'où peut venir l'argent que l'entreprise utilise? Prêt bancaire. Des prêts bancaires, OK. C'est une des options, effectivement. Quelle autre option voyez-vous? Les clients. Les clients. Les clients. Non? Oui, effectivement. Donc, les revenus de l'entreprise. Effectivement. Merci. Les comptes courants associés. Les comptes actionnaires. Courants associés. Les actionnaires. OK. Enfin, c'est peut-être pas... Oui, enfin. Oui. Il y avait une précision à apporter, c'est ça? Ça peut être les ventes réalisées par l'entreprise. D'accord, les ventes. OK. Donc, on est toujours dans les clients et les revenus. Fleur nous dit les bénéfices des activités précédentes. OK. Ça peut être aussi des avoirs. Dons et subventions, des avoirs. C'est-à-dire? Par exemple, c'est qu'un client nous doit, par exemple. OK. Donc, les avoirs, les créances. Le paiement des créances. C'est bien ça? Oui, en gros. OK. Donc, Jean nous dit aussi les taxes qui n'ont pas encore été reversées. D'accord.
OK, merci. D'autres idées? Moi, je dirais que soit par soit emprunt obligataire ou emprunt individu, mais aussi soit par capitaux propres et OK, aussi soit l'entreprise en fait dégage une marge très élevée. d'accord. Emprunt capitaux propres. Marge. D'accord. Donc, dons et subventions, j'ai déjà noté. Merci beaucoup pour... Oui? Le capital, si l'entreprise ouvre son capital et qu'il y a de nouveaux apports. Ouverture de capital, effectivement. Nouveaux apports, oui. D'accord. Super. Merci. Je ne sais pas si ce mode de financement est très développé en Afrique, mais aussi le crowdfunding. Effectivement. J'étais sûre que c'était ça qui allait venir. Pas assez développé ici, effectivement, mais c'est une option. Avance reçue des clients, d'accord. OK, super. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Donc, on a effectivement des éléments liés aux emprunts, prêts bancaires ou autres emprunts, des éléments liés aux capitaux propres, donc ouverture de capital. Donc, tout ça, c'est dans la même catégorie. D'accord, les actionnaires, les comptes courants associés, effectivement. Donc, tout ce qui est vente, bénéfice des activités précédentes, marge, avance reçue des clients, créance à voir et les taxes non reversées, ça va aller aussi dans la même catégorie. Donc, en gros, ce que vous dites ici, ça recouvre bien un certain nombre de modes de financement de l'entreprise qui vont pouvoir aller dans 3 grandes catégories. Après, sur les 3 grandes catégories auxquelles il faut penser, il y en a 2 que vous avez évoquées. Il y en a une troisième, bon, qui n'est pas forcément très courante, mais on va voir tout ça. Donc, globalement, l'idée, c'est de se dire que l'état de la trésorerie d'une entreprise à la fin d'une période est le résultat de la somme entre sa trésorerie en début de période et des flux qu'il y a eu sur la période. Donc, les différents types de flux qu'on va avoir et qui vont venir alimenter la trésorerie de l'entreprise, ça va être le flux de trésorerie d'exploitation, le flux de trésorerie d'investissement et le flux de trésorerie de financement. Donc, en gros, la trésorerie initiale, c'est ce que j'ai en début de période. Ensuite, je vais ajouter à ça mon flux de trésorerie d'exploitation qui va venir de mon activité parce que c'est l'argent qui va être généré du fait du fonctionnement de l'entreprise. On va y retrouver tout ce qui est lié à mon activité commerciale et qui va venir s'ajouter et on va déduire de tout ça mes charges de fonctionnement, mes charges d'exploitation. De l'autre côté, on a le flux de trésorerie d'investissement qui va s'intéresser à la politique d'investissement de l'entreprise. Donc, mon flux de trésorerie d'investissement, il va diminuer lorsque je vais investir, acquérir de nouveaux actifs et au contraire, augmenter lorsque je vais céder des actifs. Et en général, c'est un flux qui est plutôt négatif parce que les entreprises ont plutôt tendance à investir. OK. Et finalement, on a le flux de trésorerie de financement qui va se rapporter au financement de l'entreprise, c'est-à-dire au fait que des acteurs externes viennent mettre de l'argent à la disposition de l'entreprise. Ce n'est pas de l'argent que l'entreprise génère du fait de son activité ni du fait de son investissement. Ça vient de l'extérieur. Donc, ici, on va retrouver tout ce que vous avez cité, notamment le capital social de départ, les augmentations de capital, que ce soit auprès des actionnaires existants ou de nouveaux actionnaires, les emprunts qui vont être faits, les apports en compte courant, les dons, les subventions, etc. Et ça va faire augmenter le flux de trésorerie de financement. Et au contraire, le flux de trésorerie de financement va diminuer lorsque l'entreprise va soit rembourser ses emprunts, soit rémunérer ses actionnaires grâce à des dividendes. Donc, on obtient la trésorerie finale en faisant la somme de ces 3 flux et de la trésorerie initiale. OK? Est-ce que c'est assez clair?
Donc, l'argent vient soit de l'exploitation, soit de l'investissement, soit du financement. C'est les 3 cycles qui nourrissent l'entreprise. OK. En ayant cette vision sommaire des choses, d'après vous, quelle source est-ce que l'entreprise devrait idéalement privilégier? Non, moi, j'ai une réponse qui est très peut-être pépère. C'est l'exploitation. Oui, c'est l'exploitation. OK. L'exploitation. Merci Pour moi. beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est noté. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'exploitation ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent autre chose? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, en matière de sources de financement, il y a vraiment un facteur clé. C'est d'abord de voir en fait le coût du financement. OK. Le coût du financement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment on veut faire un prêt à la banque, mais quel est vraiment ce coût? Est-ce que ce coût-là ne va pas détériorer déjà notre rentabilité? D'accord. Voilà. Et autre chose encore, regardez vraiment voilà, le taux de bancarisation. Par exemple, quand on est dans un pays qui est dans un continent comme l'Afrique, surtout dans les pays d'Afrique de l'Ouest, là, nous verrons que le taux de bancarisation est quasiment très faible. D'accord. Du coup, faire un emprunt en fait au niveau des banques, c'est vraiment à un moment donné avoir vraiment des charges financières très, très élevées. Par contre, moi, et autre chose encore que je pense, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire que, en fait, il faut, durant les 2 premières années que l'entreprise accepte à se serrer vraiment les ceintures, quoi, de se dire que, OK, nous n'allons pas faire, en fait, ni de prêt ni d'emprunt bancaire. Nous allons, voilà, développer un produit qui va nous faire beaucoup de marge. Maintenant, au bout de 5 ans, on se fixe un objectif de se développer. Là-bas, on peut vraiment faire des emprunts parce que nous connaissons le marché et en plus, le feeling du business commence à entrer. Donc, moi, en matière de financement, c'est un peu cela ma pensée. À mon humble avis, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. D'accord. Donc, ce que je retiens, c'est que vous pensez que le financement bancaire n'est pas idéal et que concrètement, il peut avoir un coût très élevé. Et effectivement, j'allais dire, dans nos environnements, c'est sûr que le coût du financement bancaire est plus élevé que dans d'autres environnements et surtout s'il est mal utilisé. Après, enfin, j'allais dire, c'est une option de financement comme une autre qui peut, en fonction du stade de développement de l'entreprise, répondre à ses besoins. Et en général, de toute façon, vous devez savoir que les banques ne prêtent pas aux entreprises qui ne gagnent pas encore d'argent. Donc, c'est sûr que… Effectivement, je pense que vous avez même encore augmenté plus. Parce que ça, j'ai oublié à le dire. Les banques ne prêtent voilà, qu'à des entreprises qui sont sûres et très rentables. Et elles doivent être sûres de récupérer leur argent. Oui, effectivement. OK. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, quelles que soient les sources de financement, il faut bien faire ces arbitrages et effectivement savoir qu'est-ce qui est à notre portée et qu'est-ce qui est aussi qu'est-ce qui va nous coûter le moins cher, qu'est-ce qui va répondre à nos besoins de manière plus adéquate. Donc, en fonction de la situation de l'entreprise, il faut pouvoir étudier ces financements-là, mais ça, c'est encore une deuxième partie qui va venir lorsqu'on veut faire appel à des financements externes. OK, d'accord. Emploi stable. Les emplois stables doivent être financés par des ressources stables. Effectivement, c'est important. Parce que si on se finance avec du découvert essentiellement ou avec tout ce qui est dette à court terme, dette fournisseur, etc., ça peut être dangereux pour l'entreprise lorsqu'elle doit faire des investissements importants. Parce que cet argent-là, elle ne le récupère pas, alors que les entités qui ont prêté l'argent ou laissé l'argent à la disposition de l'entreprise vont vouloir le récupérer. OK. Donc, pour l'instant, on a une réponse qui nous dit qu'il faut privilégier le flux de trésorerie d'exploitation. Et effectivement, c'est la bonne intuition, hein? Donc, on va voir pourquoi.
Alors, avant Oui, de passer, j'avais juste une petite question, en fait, parce que pas de souci. l'intervenant qui a parlé tout à l'heure, là, en fait, qu'il ne faudra pas privilégier les emprunts bancaires, moi, je pense, moi, je pense le contraire. Parce que déjà, en fait, en cas de perte, Mhm. voilà, en fait, il va falloir comment dire, en fait, il va falloir laisser une petite marge de sécurité quand même, en fait. Vu que voilà, quand on emprunte de l'argent à la banque pour son entreprise en cas de perte, Oui, tout est partagé en fait. Voilà. c'est-à-dire. C'est-à-dire, bon, je pense, hein, peut-être c'est pas ça, hein, parce que je pense que quand on emprunte de l'argent à la banque Oui. et quand son entreprise est tombée en faillite, Mhm. voilà, les pertes seront partagées. Alors, les pertes seront partagées, ce n'est pas une évidence dans la mesure où les dettes sont les premières choses qu'on doit payer. On paie les personnes à qui on doit de l'argent avant de s'occuper du reste. Oui, de s'occuper du reste. Donc, c'est pas si évident que ça. Après, il y a des raisons qui peuvent faire qu'un emprunt bancaire soit intéressant. Et alors, dans nos cieux, ça ne se passe pas comme ça. Et j'allais dire justement, si les banques, merci Fatoussi pour la contribution, si les banques demandent des garanties, etc., ce n'est pas pour rien. Après, la seule chose qu'il peut y avoir, c'est que dans les faits, une fois que, enfin, si l'entreprise fait faillite et qu'il n'y a rien, la banque, elle a une assurance et c'est l'assurance qui va jouer. On ne va pas vous poursuivre sur vos biens personnels, etc. Mais en même temps, quand vous mettez de l'argent dans l'entreprise, c'est l'argent que vous mettez que vous perdez si jamais il y a une faillite aussi. Donc, effectivement, il faut faire l'arbitrage entre ce que vous avez les moyens de mettre dans votre entreprise et ce que vous avez les moyens d'aller chercher ailleurs. Et encore une fois, en fonction de votre stade de maturité et de la solidité de votre entreprise, vous aurez plus ou moins de choix en matière de financement. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question ou aux commentaires. OK. D'accord. Alors, du coup, pourquoi est-ce que c'est le flux de trésorerie d'exploitation qui doit être privilégié? Alors, oui? moi, j'aurais une question, je ne sais pas si c'est possible. Allez-y. D'accord. Qu'est-ce que vous privilégiez? Supposons une entreprise qui a besoin de l'argent Oui. cash pour des opérations. Est-ce qu'il doit, je parle d'un PME, PMI, exemple, est-ce qu'il doit privilégier l'aspect d'aller vers les banques pour prêter de l'argent ou bien favoriser du love money, c'est-à-dire voilà, les parents ou bien les connaissances, etc. Qu'est-ce que vous lui conseillez exactement, vous? Alors, Privilégier les banques ou bien… J'allais dire, il n'y a pas une réponse toute faite. Tout dépend de la situation, de ce à quoi la PME, PMI a accès. Et enfin, j'allais dire, justement, dans la suite de la formation, on a toute une partie où on parle plus précisément des options de financement et desquelles sont adaptées à quel type de besoin. Mais après, j'allais dire, le love money, on peut le lever jusqu'à une certaine… enfin, j'allais dire, ça a des limites. Parce que nos proches ne peuvent pas supporter tous les besoins de notre entreprise, ça c'est clair et net. Mais au début, en tout cas, ce sera peut-être ceux qui auront plus de facilité à nous soutenir. Oui, exemple, supposons une entreprise qui doit faire exportation de ses produits. Et bon, du côté de son entourage, elle a des problèmes pour lever ces fonds-là. Du coup, elle se tourne vers les banques et les banques lui demandent des garanties. Et étant donné qu'il n'a pas ces garanties, donc qu'est-ce qu'il devrait faire en ce moment-là? Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, des mécanismes qui lui permettent de lever ces fonds-là sans pour autant avoir des garanties, je ne sais pas. OK. J'allais dire, du coup, les options de financement en tant que telles, ça ne fait pas l'objet de ce webinaire vu que c'est une introduction à la gestion de trésorerie. Après, si on n'a pas de garantie, on ne peut pas avoir accès au love money, c'est savoir est-ce que dans les faits, notre business
a suffisamment de potentiel pour attirer des investisseurs? Et si oui, quel type d'investisseur il peut attirer par rapport à son stade de maturité? Donc, c'est l'une des options notamment. D'accord, je vois. D'accord, merci pour la réponse. Je vous en prie. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on doit privilégier le flux de trésorerie d'exploitation? Donc, le flux de trésorerie d'exploitation, c'est lui qui est synonyme de création de richesse pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que globalement, si le flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise est positif, ça veut dire que l'entreprise génère du cash du fait de son activité. Et ce cash-là, il va pouvoir l'utiliser pour maintenir son activité, la faire grandir, mettre en place de nouveaux investissements, rembourser ses emprunts éventuels et rémunérer ses actionnaires. Donc, il va pouvoir nourrir tous les cycles de sa vie. Si au contraire, le flux de trésorerie d'exploitation est négatif, c'est un signe négatif parce que ça veut dire que l'entreprise perd du cash du fait de son activité. Soit il produit moins que soit l'entreprise produit moins que ce qu'elle consomme, soit elle ne récupère pas tout ce qu'elle produit, ou soit c'est un mix des deux. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Mais si le flux est positif, c'est là qu'on sait que l'entreprise est en train de créer une richesse qui n'existait pas avant. Après, pour ce qui est du flux de trésorerie d'investissement, c'est un transfert de richesse en interne. Transfert de richesse parce qu'un investissement ne crée rien. Et interne parce que tout se passe dans l'entreprise. Donc, si le flux de trésorerie d'investissement est positif, en général, c'est un signe négatif parce que ça veut dire que l'entreprise désinvestit et donc, elle affaiblit sa capacité à créer plus de richesse à plus long terme. Si j'ai une usine et que je commence à vendre mes machines, ça veut dire que je vais pouvoir produire moins et générer moins de chiffre d'affaires, moins de richesse. D'un autre côté, si le flux de trésorerie d'investissement est négatif, c'est plutôt un signe positif parce que ça veut dire que l'entreprise investit en vue de créer plus de richesse à l'avenir. Je développe ma capacité de production et ça me donne les moyens de répondre à des ambitions plus élevées. Et donc, transfert de richesse parce que d'un côté, j'ai du cash que je transforme en équipement et de l'autre, j'ai de l'équipement que je transforme en cash. Mais la valeur ne change pas. Si vous voyez, normalement, dans l'actif du bilan, on peut bien le remarquer, hein, la valeur de l'actif sera le même parce que d'un côté, on a de la trésorerie et quand on dépense cette trésorerie-là, on la prend pour acquérir un actif immobilisé et de l'autre, on a un actif immobilisé qui se transforme en trésorerie et la valeur totale de l'actif n'aura pas changé. Finalement, on a le flux de trésorerie de financement qui est un transfert de richesse externe parce que cette fois-ci, il y a de l'argent qui circule entre l'entreprise et le monde extérieur, que ce soit des investisseurs, une banque, des actionnaires, etc., etc. Donc ici, lorsque le flux de trésorerie de financement est positif, c'est un message qui est mitigé parce que c'est positif dans la mesure où ça veut dire que l'argent reçoit de l'argent de l'extérieur, l'entreprise, reçoit de l'argent de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui font confiance à l'entreprise et qui lui donnent de l'argent. Mais d'un autre côté, c'est un signal négatif parce que ça veut dire que l'entreprise n'est pas encore à même de répondre toute seule à ses besoins. Elle a encore besoin de l'extérieur. OK? Parce que dans l'idéal, on voudrait que l'entreprise puisse se financer et qu'elle n'ait pas forcément besoin de recourir à l'extérieur. Et pour le côté positif dont on avait parlé, qui était le fait qu'il y a des acteurs externes qui font confiance à l'entreprise, ça peut aussi être nuancé si c'est par exemple un actionnaire unique qui injecte de l'argent dans sa propre entreprise, sachant que il y a beaucoup de cas où on peut avoir des personnes qui mettent de l'argent dans leur entreprise parce que c'est leur bébé, parce que c'est précieux pour eux, parce qu'ils veulent voir cette entreprise vivre alors que cette entreprise n'est pas rentable et n'a pas de perspective de rentabilité. Et parfois, ils ne s'en rendent même pas compte, notamment lorsqu'on a beaucoup de gens qui ont un salaire et qui ont une entreprise à côté,
un peu comme un hobby et qui réinvestissent leur salaire dans leur entreprise. Et du coup, comme ils arrivent quand même à faire face à leurs besoins et que l'entreprise tourne, ils ont l'impression que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Et de l'autre côté, quand on a un flux de financement, un flux de trésorerie de financement négatif, c'est plutôt un signal positif parce que ça veut dire que l'entreprise rembourse l'argent qui lui a été prêté et éventuellement paie des dividendes. Elle a la capacité de faire face à ses engagements et de rémunérer ses actionnaires. Est-ce que ça va? Est-ce que ce tableau est assez clair pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ou qui vous paraît incohérent? OK, donc j'imagine que tout va bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est de se dire que dans une dynamique à long terme saine, toute entreprise va chercher à améliorer son flux de trésorerie d'exploitation. Donc, effectivement, dans une phase de démarrage ou de croissance exceptionnelle, ça va être normal que le premier flux qui permette à l'entreprise de financer ses activités, ce soit le flux de trésorerie de financement. Parce que quand je commence mon entreprise, comme on le disait, je ne gagne pas encore d'argent. Donc, il faut forcément que l'argent vienne de l'extérieur pour alimenter l'entreprise, lui permettre d'investir dans le matériel dont elle aura besoin et de payer ses charges de fonctionnement, ses charges d'exploitation. C'est normal. De la même manière, quand je vais avoir une croissance exceptionnelle, je veux passer un palier. Peut-être que je vais ouvrir mon entreprise dans un autre pays. Je vais multiplier mon nombre d'emplacements, des choses comme ça. L'argent que je génère, l'activité que j'ai aujourd'hui, ne me permet pas forcément de faire face à ce nouveau besoin de développement. Donc là, encore une fois, je vais faire appel au financement externe. Par contre, lorsque l'entreprise est dans son rythme de croisière, l'idée, c'est que le flux d'exploitation qu'elle génère puisse être suffisant pour financer l'exploitation, permettre de nourrir l'exploitation, pour permettre également de financer les investissements et pour faire tout ce qui est remboursement et rémunération liés au financement de l'entreprise. Donc, je crée la richesse et cette richesse, je peux la réinvestir pour créer davantage de richesse. Je peux l'investir pour augmenter mes actifs. Je peux la réutiliser pour rémunérer mes autres parties prenantes, mes parties prenantes externes. Et si jamais j'ai besoin de flux de trésorerie, de financement, ces flux de trésorerie vont être secondaires. Ils vont venir répondre à des besoins plus ponctuels. Mais mon entreprise est viable. Elle génère du cash qui lui permet de vivre et de répondre à tous ses besoins. Est-ce que ça va? Oui? Non? N'hésitez pas à me faire signe, soit dans le volet de conversation, soit en activant vos micros. Comme ça, je sais que tout se passe bien. Ou en cas contraire, je vous apporte une réponse. Merci Fatou, super. OK. Donc, je vais considérer que ça va pour tous les autres aussi. Du coup, ce que je vais vous demander maintenant, on est arrivé au terme de ce que je voulais partager avec vous au cours de cette introduction. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pu retenir, ce qui vous semble important dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Qui veut prendre la parole? Abdouaziz, peut-être? Non? Je peux prendre la parole si vous voulez. Allez-y, oui. Oui, sous réserve donc de ce que j'ai raté parce que j'ai commencé
un peu tard. Moi, ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est Oui. les types de ressources qui vont entrer dans la constitution de la trésorerie, OK. ce qu'on peut réellement dépenser. Et erreur que l'on fait souvent, le chèque client non encore touché et qui n'est pas réellement partie prenante de la trésorerie. Effectivement. Je retiens également Attendez, qu'est-ce que je retiens également? Je vais peut-être un peu dans le désordre. Pas de souci. Voilà, les sources de trésorerie. Oui. Alors, les équilibres de trésorerie, les différents types de flux de trésorerie, entre le flux de l'exploitation, le flux c'est l'investissement et le financement. Exactement. Parfait. Les trois types de flux de trésorerie, chacun ayant son rôle, évidemment. Je retiens également les différentes sources de financement de l'activité. Entre le début de l'activité où la trésorerie est essentiellement apportée par le financement de l'activité et l'activité à maturité où la trésorerie est normalement apportée d'abord par l'exploitation, même si, in fine, du financement peut revenir nourrir la trésorerie, l'exploitation, pardon. Donc, de la trésorerie née de l'exploitation, et je dirais peut-être une boucle vertueuse où du financement va venir nourrir le développement de l'exploitation ou un changement d'échelle, etc. Exactement. Mais que ça repose sur l'exploitation à maturité. OK. Effectivement. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, Adolé. Bon, c'est vrai, on ne connaît pas le profil des personnes qui sont dans cet atelier, mais nous, dans notre entreprise, il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressante, trésorerie et rentabilité. Ce sont des termes qui ne veulent pas dire la même chose. Exactement. Et voilà, ça, c'est ce que je retiendrai. D'accord, super. Trésorerie et rentabilité. C'est important de le savoir, effectivement. Merci beaucoup, Dédé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci vous voulez beaucoup. rajouter autre chose? Non, c'est bon. D'accord, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Oui, Jean? Jean, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je n'avais pas parlé depuis le début. Je voulais juste quelques conseils de la part d'Adolé. J'ai écrit la question, sinon je suis prêt à éclaircir sur le chat. D'accord. C'est les conseils, en fait, les conseils, par exemple, comment gérer, distinguer. Parce que j'ai eu personnellement à observer les gens qui avaient ce souci et pour ne pas vous cacher, moi aussi, j'ai ce problème-là. Donc, comment arriver à gérer de manière plus efficace la trésorerie personnelle de la trésorerie de son entreprise. Ça peut être une entreprise individuelle, ça peut être... C'est-à-dire faire la distinction, c'est ça? Personnel, hein, sur une entreprise qui n'est pas forte. Bon, la distinction est facile à faire, hein, à mon avis. Comment bien gérer sa trésorerie d'entreprise d'un côté et sa trésorerie personnelle d'un autre côté. C'est ça? Voilà, si tu veux, si tu veux. OK. Parce que souvent, on mélange les deux et on fait n'importe quoi. Selon les OK. urgences, selon les disponibilités, on peut n'importe quoi et après, bon, on se prend la tête. OK, d'accord. Mais j'ai envie de dire concrètement, en fonction du degré de formalisation des entreprises, normalement, si c'est une entreprise formelle qui n'est pas une entreprise individuelle, etc., normalement, la comptabilité de l'entreprise, elle est bien différente de celle de l'entrepreneur. Parce que concrètement, l'entreprise, elle a des ressources qui lui ont été allouées, il y a des statuts, il y a des règles qui ont été établies. On est clair sur le capital de l'entreprise. Si l'entrepreneur doit faire sortir de l'argent de l'entreprise, il est censé le justifier d'une manière ou d'une autre. Donc, j'allais dire,
l'idée, normalement, c'est que l'entrepreneur, soit il a juste un positionnement d'investisseur et il y a la politique de rémunération des investisseurs qui dit combien on lui donne à quel moment, soit il est employé aussi de l'entreprise et dans ce cas-là, il a un salaire et c'est clair. S'il a d'autres avantages par ailleurs, ça doit être aussi clairement défini dans le cadre d'une politique et donc, c'est important qu'il respecte les règles qui ont été établies. Donc, ça, ce serait le premier conseil à donner. Et donc, ça veut dire que dans une entreprise formalisée du type SARL, SAS ou autre, l'entrepreneur, il ne va pas venir déposer sa facture d'électricité pour que ce soit l'entreprise qui la paye, sauf s'il a un package qui stipule que ses frais d'électricité ou son logement ou autre sont pris en charge par l'entreprise. Après, quand on est entrepreneur individuel, c'est un peu plus compliqué. Selon le type d'activité qu'on a, si on est dans le conseil, comme c'est mon cas par exemple, en fait, l'entreprise, c'est en même temps l'entrepreneur. Donc, l'idée, c'est de savoir quelle est la part des revenus qu'on génère, qu'on souhaite allouer aux besoins de l'entreprise, comment on s'organise, de mettre en place un budget et de faire en sorte de pouvoir tenir son budget. Donc, pour moi, c'est ça, s'appliquer une discipline en matière de gestion, bien identifier quels sont les besoins qu'on a par rapport à notre entreprise, comment on compte y répondre et pouvoir faire face à tout ça. Je ne sais pas si ça aide. Parce que souvent, en plus, dans les cas des entrepreneurs individuels, ce n'est pas dit que les revenus générés permettent de répondre aux besoins de base de l'entrepreneur lui-même. Donc, il faut surtout définir ce qu'on veut consacrer à l'entreprise et faire en sorte de pouvoir maintenir les rênes jusqu'à ce qu'on grandisse et qu'on soit peut-être une entreprise plus structurée avec des employés, etc., etc. Merci, Dédé. Fatou, donc effectivement, les revenus sont différents de la trésorerie, oui. Et en phase de création ou de croissance, les financements externes sont importants. Merci beaucoup. Donc, Jean, j'espère que ces éléments sont suffisants. Après, tu parles d'astuces personnelles. Peut-être qu'il faudrait que tu me dises, plus précisément ce que tu attends. Mais globalement, en tout cas, ce que je sais, c'est que personnellement, je suis mes dépenses au quotidien, que ce soit mes dépenses personnelles ou mes dépenses d'entreprise. Donc, j'ai un fichier Excel où toutes mes dépenses sont répertoriées et par ailleurs, j'ai un fichier qui est propre à l'activité de mon entreprise et où je récapitule tout ce qui est lié à mon entreprise en termes de dépenses, en termes de revenus, en faisant la différence entre tout ce qui est charges directes, charges fixes, etc. Donc, j'essaie d'avoir cette discipline pour savoir ce que j'ai dépensé, savoir dans ces dépenses-là qu'est-ce qui était lié à mon activité et donc savoir concrètement comment mon activité a tourné, qu'est-ce qu'elle a généré en termes de bénéfices et en termes de cash et ainsi de suite. Donc, tout suivre, ce serait mon principal conseil et réajuster ce qui nécessite de l'être. Et après, pour des conseils plus spécifiques sur comment je gère les moments creux. J'allais dire comme tout le monde, j'allais dire les moments creux. Déjà, les moments creux, les moments où il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, on en a tous. Covid nous a tous frappés, c'est compliqué. Mais comme je disais, l'idée, c'est de pouvoir gérer sa trésorerie de manière à avoir des réserves. Mais du coup, pour avoir plus d'informations sur le côté entreprise, je vous inviterai à suivre la formation complète, n'est-ce pas? C'est aussi l'objectif. Du coup, merci beaucoup. Et donc, justement, la prochaine étape, c'est pour la formation complète. Donc, on a la première partie sur la compréhension et l'évaluation de la trésorerie, où on va plus au fond des choses par rapport aux éléments qu'on vient de voir ensemble, parce que j'imagine que là, ils doivent être assez abstraits pour vous. Mais avec les exercices, les mises en application, etc., ça peut faire plus sens pour vous. Et même certaines choses que vous pensez avoir compris, vous pourrez vous rendre compte qu'en fait, il y avait des nuances
qui n'étaient pas tout à fait saisies, donc c'est important. Ensuite, il y a une deuxième partie qui vous permet d'acquérir les outils pour optimiser votre trésorerie. Donc, pouvoir savoir en interne qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour gagner en efficacité et ensuite où vous pouvez trouver des financements, quels financements en fonction de vos besoins. Et une dernière partie qui vous permet d'acquérir une démarche pour planifier et piloter votre trésorerie. Parce qu'effectivement, sans suivi et pilotage réel, on ne s'en sort pas. Donc, voilà. Sachant que la prochaine session démarre vendredi prochain, le 12. Et donc, elle se déroulera sur 3 matinées, le 12, le 19 et le 26. Donc, il y a une offre promotionnelle jusqu'à la fin de la semaine à 100 000 francs et le lien d'inscription est ici, donc bit.ly/info-pvt. Voilà, s'il y a des questions complémentaires, c'est le moment avant qu'on ne clôture. Et en parallèle, je vous laisse mes coordonnées dans le chat. Merci Nelly pour le retour. J'espère donc que je vous verrai dans la prochaine formation. N'hésitez pas si vous avez des feedbacks particuliers à faire. Alors. Donc, je viens de vous envoyer mes coordonnées. Donc, vous pouvez récupérer tout ça et puis le lien d'inscription. Merci, cher, pour le retour. Donc, ça veut dire que je vous vois bientôt. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, contributions ou questions? OK, non. Donc, on va mettre fin à la séance. Merci encore pour votre participation. Donc, à très bientôt, j'espère. Et puis, bon courage et tous mes vœux de succès dans vos entreprises respectives. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Un grand merci. Merci vraiment. Merci. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir participé.